20h sur TFM, les titres de l'actualité de ce vendredi. Des syndicats de la santé pour une meilleure justice sociale, le SDT 3S, le SATSUS et le SAT Santé se regroupent autour d'un cadre unitaire pour mieux lutter contre l'État. Ils accusent la tutelle de verser dans le dilatoire pour tenter de les diviser. Cheikh Tidiane Gadio nie tout deal avec la justice américaine pour son blanchiment. L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise déclare n'avoir jamais été mêlé dans un acte de corruption ou blanchiment de capitaux. À Saint-Louis, coincé entre le marteau de l'avancée de la mer et l'enclume de la brèche, les populations du Gandiol sont dans l'inquiétude totale. Pas moins de 50 familles sont priées de quitter leurs habitations dans cette zone menacée de disparition. Plus que quelques heures avant la célébration de Noël, occasion pour Abbé Vivien Nadjak, vicaire à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, d'appeler les chrétiens à s'intéresser davantage à l'aspect religieux de cette fête commémorant la naissance du Christ. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention. Lutte syndicale dans le secteur de la santé pour démarrer ce journal. 3 syndicats décident de s'unir autour d'un cadre unitaire des syndicats de santé pour une meilleure justice sociale. Objectif de cette union, mieux engager la lutte contre l'État. Des syndicalistes qui justement accusent la tutelle de verser dans le dilatoire pour tenter de les diviser. Fatou Bintou Konté et Mohamed Dieng ont assisté à leur conférence de presse. Le secteur de la santé, très turbulent en ces temps-ci. Une injustice sociale, en plus d'une absence de négociations sérieuses. Tous ces mots ont fait que 3 syndicats ont décidé de s'unir autour d'un cadre pour faire face à l'État. Conscient de la nécessité d'unir nos forces pour faire aboutir les revendications légitimes du secteur, le syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé, SATSUS, le syndicat autonome des travailleurs de la santé, SAT Santé, affilié à la CSA, et le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, SDT 3S, conduite par leurs secrétaires généraux, nationaux, ont décidé de mettre sur pied un cadre dénommé cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. L'État qui, selon eux, veut jouer au plus rusé en adoptant la loi du divisé pour régner. Pire encore, leur mettre en mal entre corporations. De l'État, c'est de mettre les corps de métier en face. Prendre un corps de métier, régler son problème. De ce fait, c'est ce que Cheikh a dit, ça commence à se produire dans le secteur. Vous voyez des paramédicaux qui sont face à des médicaux. Vous voyez des paramédicaux qui sont face à des techniciens. C'est ça que l'État cherche. Non, je pense que nous n'allons pas suivre l'État dans ce champ-là, parce que nous sommes assez intelligents. Nous avons dit. Dès lors, la CSA, comme la CNTS-FC, ces 2 centrales syndicales, comptent les aider dans le combat pour une justice sociale équitable au sein de la santé. Parce que ce combat, nous allons le porter avec le cadre. Élargir le combat, faire en sorte que les préoccupations de ce cadre et d'autres cadres qui évoluent dans le secteur de la santé soient réglés de la plus belle manière. Il s'agit de dénoncer l'inéquité, la rupture d'équité et de justice sociale dans le secteur de la santé. Frustrés, ils le sont, ces syndicats de la santé comptent en découdre avec l'État. Et unis, pensent-ils, ils seront plus forts. Fatou Bintou Konté, le centre Talibou Dabo exige des autorités sanitaires le respect de leur engagement. En 2017, promesse avait été faite par le ministre de la Santé de faire de l'établissement un centre de référence. Plus d'1 an après, toujours rien. Les travailleurs fustigent et demandent également une prise en charge sociale et médicale pour le personnel, entre autres revendications. Ils ont fait face à la presse ce matin. Idrissa Diallo est un d'eux. Nous l'écoutons au micro TFM de Fatoumata Touré. En 2017, nous étions en mouvement d'humeur. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est venu nous promettre qu'en 2018, en octobre 2018, le centre Talibou Dabo sera un centre de référence à l'instar des autres centres du monde entier. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez, c'est une promesse non tenue. Parce qu'aujourd'hui, le centre, les bâtiments ne sont même pas finis. Et puis deuxièmement, nous avons un personnel des agents de santé qui ne bénéficient même pas d'une prise en charge sociale, d'une prise en charge médicale.
même pas un recrutement dans la fonction publique. Depuis 1983 jusqu'à présent, il n'y a pas de recrutement dans la fonction publique au centre Talibou Dabo. Aujourd'hui, les gens travaillent jusqu'à la retraite, on les remercie. Nous avons trouvé que c'est une injustice dans ce centre. Vous voyez vous-même, à chaque fois on parle des millions qui rentrent au centre Talibou Dabo. Nous, pour même recevoir les salaires, c'est un problème. Une semaine après son retour au Bercail, Cheikh Tidiane Gadio rompt le silence. L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise nie tout deal avec la justice américaine concernant son blanchiment. J'ai été blanchi parce que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à un acte de corruption ou blanchiment de capitaux, dit-il. Le leader du MPCL, Louis Diotna, faisait face à la presse pour, dit-il, rétablir la vérité. Alassane Ba. Trop de choses dites et trop de choses mal fondées. Gadio apporte sa part cette affaire de corruption qui a défrayé la chronique. Il n'y a eu aucune transaction pétrolière au Tchad entre la compagnie chinoise en question, le gouvernement tchadien et mon cabinet de consultation. Aucune. Aucune transaction. Aucune transaction. Aucune transaction. L'affaire remonte en novembre 2017 devant la presse. Cheikh Tidiane Gadio raconte. Ce jour-là, j'ai répondu à une convocation des services d'immigration du Homeland Security. Une fois dans leurs locaux, je me suis retrouvé dans une salle avec 5 à 6 agents du FBI venus me délivrer un mandat d'arrêt. J'ai tout de suite réclamé le droit de savoir les raisons d'une telle arrestation. L'erreur, c'est d'avoir, par esprit de révolte, accepté de discuter les accusations me concernant sans la présence d'un avocat. Je suis littéralement tombé de ma chaise en entendant parler d'eux, et je cite, tentative de corrompre le président du Tchad avec mes partenaires du CFC avec un don de 2 millions de dollars. Les procureurs ont simplement abouti à la conclusion suivante. Et notez bien, conclusion suivante, Gadio est crédible, Gadio est véridique. Son cas s'est juste arrêté à une plainte, il n'a jamais été question d'inculpation devant un juge. Dans quel pays du monde peut-on prendre quelqu'un, lui porter plainte et l'amener en procès? Il faut qu'il soit inculpé de quelque chose. 6 interviews au total ont été faites avec les procureurs en charge de l'affaire. Il rassure qu'il n'y a jamais eu de deal. Pas une seule fois, je le répète 3 fois, pas une seule fois, il ne m'a été proposé un deal ou une attitude quelconque par rapport à Dr Ho par les procureurs. Rarement d'ailleurs son nom n'a été prononcé pendant que les procureurs essaient de déterminer si les charges portées contre moi étaient fondées ou non. Pas une seule fois. Première apparition publique après son blanchiment total et son retour au Sénégal, Gadio magnifie la démarche du président Macky Sall. Il dit pardonner tous ceux qui ont raconté des contre-vérités sur son dossier pour les factures payées à ses avocats. Sa famille s'est chargée de la plus grande partie, le reste assuré par 4 de ses amis. Alassane Ba, nous restons avec Cheikh Tidiane Gadio qui justement apporte des précisions sur sa supposée double nationalité agitée par un certain général Mohamedou Mansour Seck. Il dit n'avoir qu'une seule et unique nationalité, celle dite sénégalaise. Toutefois, il reconnaît disposer d'une green card américaine et ce, depuis 1999. Nous l'écoutons. Le général, ancien ambassadeur aux États-Unis justement, et l'avocat que j'ai toujours appelé un ami, entre guillemets, ont disséminé cette contre-vérité cruelle dans un moment où un puissant élan de solidarité se formait autour de moi et de l'épreuve qui m'avait été imposée. Ils m'ont fait un tort incommensurable dans le cœur de beaucoup de Sénégalais et d'Africains. Plus grave, ils m'ont accusé, indirectement peut-être, mais ils m'ont accusé d'avoir commis un parjure en déclarant sur l'honneur au Conseil constitutionnel lors de ma candidature à la présidentielle de 2012 que j'étais exclusivement de nationalité sénégalaise. Je demande solennellement au général et à l'avocat, à qui j'ai pardonné du reste, pardon sincère, je leur demande de demander pardon au peuple sénégalais et aux peuples africains pour les avoir induits en erreur et pour m'avoir fait un tel tort tout à fait injustifiable. J'ai une green card américaine depuis 1999 qui a été renouvelée en 2010,
Curieusement d'ailleurs, parce que les green cards durent 10 ans, ma carte a été renouvelée pour 12 ans. À ma grande surprise, j'ai appris durant cette crise que ceux qui ont la green card, comme moi, ont les mêmes obligations que les citoyens américains en matière de taxes. Les mêmes obligations. Je ne l'ai jamais su. Présidentielle de février 2019, Abdoul Mbaye, leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel. Son mandataire, le professeur Hassan Fall, fustige l'achat de conscience de certains candidats lors de la collecte de signatures. Il appelle les Sénégalais à plus de patriotisme et de responsabilité. Nous l'écoutons. Ce système de parrainage que nous avons récusé en son temps a généré un affairisme et business mercantile de la part de certains compatriotes bien organisés en bande au vu et au su des autorités étatiques, échappant ainsi à la rigueur de la loi. On s'en désole. Par exemple, une fiche de parrainage avait comme valeur marchande 10 000 francs CFA. Ça, nous l'avons constaté de visu sur le terrain. Nous ne sommes jamais tombés dans ce travers mafieux au niveau de l'acte. Certains décideurs qui ont pignon sur rue ne peuvent pas en dire autant. Mais il faut se réjouir heureusement de l'existence de Sénégalais bon teint, jeunes, adultes, seniors, hommes ou femmes qui ont refusé de troquer leur dignité contre quelques malheureux billets de francs CFA et qui ont accepté de parrainer le candidat Abdoul Mbaye. Parlons à présent de cette campagne dénommée Samabat, ma carte, ma voix, lancée par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Il compte mobiliser plus de 5600 relais qui seront déployés dans les 45 départements que compte le pays. Chaque relais aura pour mission de parrainer 150 électeurs et ce pour une élection dans la plus grande transparence. Sylvie Faye et Modou Diop. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections, avec l'appui du gouvernement américain, a lancé une campagne dénommée Samabat, ma carte, ma voix. Objectif, pousser les citoyens sénégalais à retirer leurs cartes et même dans les zones les plus reculées du Sénégal. La campagne Samabat s'entre dans le cadre d'un programme global dénommé programme Sunu Élection. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir un taux de participation à l'élection présidentielle qui va au-delà de 75%. C'est pourquoi nous allons mobiliser 5000 relais citoyens que nous allons déployer dans les régions, dans les départements, dans les quartiers et les villages qui travailleront avec les commissions en partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour faire le ciblage de tous les électeurs qui n'ont pas retiré leur carte et faire une démarche de proximité les incitant à aller retirer leur carte. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a pris part à cette cérémonie. Selon lui, sa présence traduit le soutien des États-Unis au Sénégal. Cette campagne traduit le soutien des États-Unis d'Amérique et du peuple américain pour les élections démocratiques, pacifiques, paisibles et transparentes au Sénégal. Le Sénégal, comme vous le savez, l'histoire le dit, est reconnu comme un pays leader de la démocratie en Afrique. Beaucoup de cartes étant en souffrance, le président de la Commission électorale nationale autonome invite les jeunes à retirer leurs cartes. Il y aura suffisamment de temps jusqu'à la veille des élections pour que les électeurs inscrits et qui n'ont pas encore reçu leur carte puissent aller dans les commissions de distribution instituées à compter du 9 janvier 2019 pour pouvoir retirer leur carte. Avec l'appui de USAID, OSIWA, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, compte mener à bien sa mission pour des élections libres et transparentes. Je vous le disais en titre, inquiétude à Saint-Louis dans plusieurs villages du Gandiol menacés de disparition avec l'avancée de la mer mais aussi la brèche et son lot de dégâts. Dans cette zone, déjà pas moins de 50 familles sont priées de quitter leur maison pour être relogées dans d'autres sites aménagés par la municipalité pour les sinistrés, des populations désemparées qui rappellent à l'État son rôle protecteur vis-à-vis de ses citoyens. À Saint-Louis, nous retrouvons la correspondance d'Ousseynou Diop. Gandiol porte encore les stigmates des dégâts de la mer avec plus de 50 maisons situées sur le littoral dans les villages de Tassinette et Pilote-Bar détruits. Un décor qui témoigne la furie des vagues et l'avancée inquiétante de la brèche qui continue de faire des dégâts.
Pour soulager ces familles sinistrées, la mairie a dégagé 30 parcelles ou attestations de propriété en urgence pour reloger les sinistrés. Nous avons discuté avec les familles touchées par la furie de la mer et nous avons appelé les autres à quitter pour éviter de subir dans les prochains jours ou mois des dégâts énormes. Nous allons reloger 30 familles dans des sites déjà localisés. Nous appelons aussi les autres sinistrés à attendre les prochains lotissements pour les reloger. L'extension des travaux de la langue de Barbarie est réclamée sur Gandiol, où les populations souhaitent l'accélération du dragage de la brèche. On voit que toutes les deux brèches se situent dans la commune de Ndiabène-Gandiol. Donc normalement aussi, nous, population, pêcheurs, nous avons aussi le droit et le devoir aussi d'en parler pour aussi voir qu'est-ce qu'il va faire comme conséquence. Si on fait les choses dans la précipitation, il y aura toujours des problèmes. Le gouvernement compte soulager les populations, mais il faut démarrer le dragage par Mout ou Tassinère pour éviter d'autres problèmes dans les années à venir. Sinon, si on tend vers la ville de Saint-Louis et que le dragage démarre à partir de là, c'est sûr que Gandiol va disparaître. Les 33 villages de Gandiol sont installés sur un site fragilisé par la brèche et l'avancée de la mer. Plusieurs maisons ont été emportées depuis la furie des vagues ces dernières années. Une période difficile que les populations peuvent oublier si les travaux pour le dragage et le balisage seront entamés avant les prochaines furies. Ousseynou Diop, plus que quelques heures avant la célébration de Noël, cette fête qui commémore la naissance du Christ, occasion saisie pour rappeler le sens de la fête. Abbé Vivien Nadjak, vicaire à la paroisse Notre-Dame-des-Anges de Ouakam, revient sur l'importance de Noël, non sans exhorter les fidèles chrétiens à s'intéresser davantage à l'aspect religieux de Noël. Koumba Matlo et Amadouba signent ce sujet. En ce dernier mois de l'année est célébrée la naissance du Christ, une période importante pour la communauté chrétienne. Cette année encore, ce religieux revient sur le sens même de la fête. Le fait qu'il vienne à nous, le fait qu'il s'incarne, qu'il prenne notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Alors il vient à nous de manière claire et nette pour un objectif, celui de nous donner la vie, celui de nous porter au salut. C'est pourquoi il est important de vivre Noël dans le sens de retenir qu'il vient à nous. Du rang qu'il avait auprès de Dieu, il s'est fait chair. Et c'est ça le sens de Noël. Une fête célébrée un peu partout à travers le monde. De la vie du vicaire au Sénégal, Noël est beaucoup plus une fête nationale qu'une célébration religieuse. Nous ne sommes pas dans les marchandises et autres, nous sommes dans le volet spirituel, dans le volet de notre relation avec Dieu qui nous propose la venue de son Fils, n'est-ce pas, pour nous porter au salut. Alors ce que les autres font, peut-être que nous allons le faire avec eux, mais avant et pour tout, nous attendons notre Sauveur. Appelant à ne pas faire de Noël une fête mondaine, l'abbé exhorte les fidèles chrétiens à assister aux messes de célébration de la nativité de Jésus-Christ. L'élément essentiel à retenir pour ces festivités, les grandes festivités catholiques, c'est que les catholiques doivent célébrer les mystères qui leur sont proposés, tels que le mystère de la nativité dans une célébration. Il ne s'agit pas seulement de célébrer Noël chez toi, il faut la célébrer à travers une messe et par une messe. Car les grâces de ce mystère de Noël de la Nativité, notre Seigneur Jésus-Christ, se passent aussi dans la Sainte Eucharistie qui nous a été donnée d'ailleurs par Jésus-Christ. Parlons à présent de la visite du chef de l'État à Louga. La police, en collaboration avec la gendarmerie, l'armée et la douane, a effectué une opération de sécurisation dans la région. Il s'agit de contrôles routiers et de patrouilles effectués dans certains lieux de fréquentation qui a porté ses fruits. Rien que dans la commune de Louga, 56 personnes ont été interpellées et 16 véhicules immobilisés. L'opération a également touché des villes comme Kébémer, Darou Mourti ou Linguère. Nous écoutons à ce propos Babacar Badji, le commissaire de police de Louga. Il est interrogé par Tchernofal. L'opération qui avait un aspect proactif par rapport à la visite de M. le Président de la République, certainement a porté ses fruits. Et il s'agissait entre autres donc de contrôle routier. Et dans ce contrôle routier, c'est avec des checkpoints dans la ville. Il s'agissait d'investir les différentes zones criminogènes, les différents lieux abritant ou fréquentés par du public. Vous savez pourquoi cela? Parce que Louga, depuis un certain temps, en dehors des cas de vol de bétail très récurrents ici, Louga connaît de plus en plus une certaine forme de délinquance
facilité surtout par les conducteurs de moto Jakarta, ou en tout cas des cas de vol de véhicules, généralement véhicules volés pour servir à la commission également d'autres infractions. C'est pourquoi nous avons réussi un bouclage du périmètre communal et au-delà même des autres communes. À Doli, les éleveurs réclament le patrimoine du ranch à quelques jours de la venue du chef de l'État qui doit procéder à l'inauguration de ses réalisations sur place. Il dénonce la cherté du prix du mètre cube d'eau, mais également le déficit d'électricité dans la zone. Modoumbay. À quelques jours de la visite du président Macky Sall à Doli pour inaugurer ses réalisations, les éleveurs réclament le patrimoine du ranch. Donc tout ce qui reste maintenant, c'est le décret qui attribue le ranch aux éleveurs. Ça veut dire le décret qui permet de dire que maintenant ce bijou est exclusivement réservé à l'élevage. Donc si toutefois ce décret est signé par le président, donc on va lui dire Gatchingarame et 100%, il a réalisé sa promesse. Leurs implications dans la gestion de ce lieu de refus du bétail demeurent toujours leur principale préoccupation. On ne peut pas faire ce que disait Nelson Mandela, faire pour nous sans nous, c'est faire contre nous. Donc si on fait des réflexions sur Doli, on a besoin au moins d'avoir des gens de Doli, des fils de Doli, des éleveurs, au moins qu'ils soient présents à chaque rencontre ou bien à toute décision qui sera prise. Cependant, les pastoralistes dénoncent la cherté du mètre cube d'eau vendu dans cette localité à 400 francs. Et ils souhaitent également l'extension du réseau électrique dans leur foyer. On achète le mètre cube à 400 francs, donc tout le monde reconnaît que c'est très cher au Sénégal. Donc on veut aussi qu'on voit le plus rapidement possible ce prix pour qu'il soit revu pour le bonheur des éleveurs. Parce que aussi l'élevage, c'est bien d'avoir l'eau, mais aussi le prix aussi, ça peut freiner le développement de l'élevage. Donc vous avez constaté que les lampes sont là, s'allument, les lampes qui sillonnent le village s'allument, ça fait 1 an. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir l'électricité dans les foyers. Ça aussi, c'est quelque chose qui préoccupe la population. Le gouvernement a réalisé un mur de clôture long de 120 km, a construit un nouveau forage. À cela s'ajoute le raccordement de l'électricité de Doli. Toutes ces infrastructures seront inaugurées par le président Macky Sall. Après Doli, direction Thiès, où les militaires du bataillon blindé s'apprêtent à fêter la cavalerie. En prélude à cet événement, ils ont effectué une démonstration de force pour montrer leur savoir-faire, mais aussi le matériel dont ils disposent. Cheikh Anta Diop. Bataillon de blindés du camp militaire de Thiès, un important arsenal militaire déployé sur le terrain pour des démonstrations de grandeur nature. Chars de combat blindés, les cellules antiterroristes, passage des cavaliers, suivi des automitrailleuses légères. Les militaires du bataillon de blindés sont en action. Le chef d'escadron, commandant du bataillon de blindés, nous retrace l'historique de l'arme blindée. Les hommes que vous avez vus qui sont livrés à des combats avec des sabres. Ensuite, vous avez vu les chevaux aussi qui sont venus dans la manœuvre. Puis, vous avez vu l'évolution à travers les différents engins. Donc, vous avez vu la ML. Il y a certains engins qui existent et qui sont au niveau du carré d'armes qui n'ont pas été représentés. Ensuite, vous avez vu l'engin blindé Roukano, donc PTL-02, qui est venu fermer la manœuvre. Donc pour l'armée sénégalaise, voici brièvement retracer son histoire. Donc il a évolué depuis l'AM Ferret jusqu'au PTL-02 pour le bataillon de blindés et qui équipe le BAT blindé actuellement. Cette démonstration de force indique naturellement que l'armée sénégalaise est bien équipée pour faire face à l'ennemi. Je ne suis pas la voix la plus habilitée pour le dire, mais vous constaterez vous-même qu'avec la composante dont dispose le BAT blindé, l'armée sénégalaise est très outillée même pour faire face à n'importe quelle menace pouvant menacer le territoire sénégalais. En prélude à la fête de la cavalerie prévue ce samedi à la base militaire de Thiès, une randonnée pédestre a été organisée. Toutes les forces de défense et de sécurité de Thiès et même les civils ont participé à cet événement sportif. Cheikh Anta Diop, tournée du nouveau directeur général de la police dans le nord du pays. Ousmane Sy est allé galvaniser ses troupes dans la région de Matam pour les inviter à plus de collaboration avec les autres forces. L'objectif est de sécuriser la frontière. Il a promis plus d'effectifs et de moyens matériels au commissariat de Matam. Ali Bandelnian.
Malgré leurs dures conditions de vie, le nouveau patron de la police nationale est venu galvaniser ses troupes. Avec la présence de presque tous ses services, la police a fini de se déployer grandement dans la région de Matam. Le tout nouveau directeur général qui mise sur la mutualisation des efforts dans la lutte contre le banditisme et pour une meilleure sécurisation des frontières. Pour que la police puisse arriver à un point qui est le point voulu par l'autorité supérieure, il est indéniable que les policiers eux-mêmes prennent une claire conscience de leur mission, alliée compte tenu de la particularité de la région à la gestion des frontières. Je me suis rendu compte quand même, il faut le reconnaître, que des difficultés existent au point des points de passage officiels et au niveau également des points de passage non officiels, s'il faut le dire ainsi. Nous avons une claire conscience de cette situation et je suis en train d'y travailler très sérieusement en essayant de capaciter davantage toutes les forces de police qui sont au niveau de Matam. J'ai instruit mes hommes de Matam à davantage avoir des liens tenus avec nos camarades de l'administration des douanes, des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie nationale, de l'armée nationale et éventuellement tous les autres membres des forces de défense et de sécurité qui sont au niveau de la région. Je pense qu'ils ont pris bonne note des instructions et je me suis engagé également à tout mettre en œuvre pour davantage les appuyer en moyens logistiques parce qu'ils en ont besoin et également en personnel. Et je crois que d'ici quelques mois, vous verrez par vous-même, vous allez le constater, que la police a déjà atteint l'élan qu'il lui faut pour être véritablement une force de défense et de sécurité. Au vu de nombreuses saisines de drogue durant ces dernières années, la région de Matam est en passe de devenir une plaque tournante du trafic international de drogue. D'où la pertinence du déploiement d'une unité de l'OCRTUS pour compléter tout le dispositif sécuritaire dans la région. À présent, la campagne de commercialisation de l'arachide et cette brouille entre la Sonacos et les opérateurs de la filière. À l'origine, une note de service de la direction générale qui interdit le déchargement de tout camion dont les graines n'ont pas la densité indiquée. Conséquence, les opérateurs ont tout bonnement boycotté l'usine. Il aura fallu une médiation du directeur de l'agriculture pour que ces derniers trouvent finalement un consensus. Ibrahim Diamé. C'était pratiquement le statu quo dans la campagne de commercialisation arachidière au niveau de la Sonacos. La note de service venant de la direction générale avait interdit le déchargement de certains camions dont la qualité de l'arachide n'a pas atteint une certaine densité, ce qui a été très mal perçu par les opérateurs et les paysans. Ibrahim Diamé, secrétaire général de la FENOPST Zone Centre. La situation, c'était Fabien qui avait écrit une note de service pour demander un taux à ce que si on n'atteint pas ces taux, les camions seront évacués, seront rejetés. Bon, sur ce, la fédération, avec l'accord de son président Mourfal, s'est réunie pour trouver une solution. C'est dans ce cadre justement que le directeur de l'agriculture, Oumar Sani, a fait le déplacement à Kaolack pour rencontrer les opérateurs. J'ai effectué donc cette visite pour voir un peu la situation donc, de la campagne de commercialisation sur instruction donc, de M. Dr Abdul Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture. Bon, nous était revenu donc qu'il y avait quelques soucis donc, entre les opérateurs et la Sonacos, et avec après concertation, donc la mesure donc, de boycott de la Sonacos a été levée par les opérateurs. Le DG aussi, que nous remercions au passage, a bien voulu donc suspendre la note donc, qui avait été prise donc, et qui faisait l'objet de polémiques. Hormis ces impairs, le directeur de l'agriculture se dit très satisfait du déroulement de la campagne avec un poids de 18 000 tonnes déjà collectées par l'ensemble des huiliers de la région. Une note de culture à présent dans ce journal, le grenier de rythme. C'est le nom de l'exposition qui se tient à la galerie Ourous. Sur place, des œuvres de plusieurs peintres contemporains du continent et de la diaspora. Objectif, mettre en exergue la valeur du patrimoine africain en matière d'art. L'occasion est également saisie pour rendre hommage à plusieurs talents sénégalais disparus, notamment Morfaï ou encore Joakam Aïssatou Paye. C'est mon objectif, mon rêve de disposer de ces belles preuves pour montrer nos racines. Et la sculpture que je veux construire à Gorée est un symbole de l'esclavage. Rythme d'Afrique, rythme d'Amérique, tendance,
confrontation, diverses sensibilités pour se retrouver et donner corps et âme à l'art africain. Un grenier des rythmes, une vision commune. Il pose des efforts à faire pour rechercher la diversité et dans la richesse, quoi. Donc, et c'est ce que je propose de voir ici, que voilà, l'Afrique c'est un grenier de rythme et visuel aussi. Une des particularités de cette expo, la valeur historique de tout un art. Même, il y a eu des initiatives au siècle passé et qui rendent pertinente la proposition actuelle de faire la distinction entre l'existence d'un art moderne au Sénégal créé au siècle passé et l'art contemporain. C'est très important de faire cette distinction. Cet artiste sénégalais aussi expose et met en valeur la femme africaine. Aussi un clin d'œil à la première dame qui est sortie de la région des Grands Lacs. Quand on la tourne un quart de tour, on a un autre profil. Une femme africaine à la tête de la Galerie Ouros pour, à son tour, valoriser la sensibilité artistique de tout un chacun. Avec le monde moderne, il a fallu changer, donc il a fallu que les Africains s'adaptent aussi peut-être ou s'approprient aussi ces autres formes d'échange avec l'art. Du 7 décembre au 7 mars 2019, l'exposition collective d'artistes d'Afrique et de la diaspora va rythmer la Galerie Ouros. À présent, ce forum annuel organisé par la bibliothèque de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, une rencontre avec en toile de fond, gouvernance, modèle de chez nous, objectif exhumer et valoriser la bibliothèque africaine, une occasion pour la bibliothèque universitaire d'interroger les modalités d'exercice du pouvoir et les formes de gouvernance dans nos royaumes avant l'ère coloniale. Écoutons à ce propos Malamine Diouf, il est le directeur de la bibliothèque universitaire Gaston Berger. Il est au micro d'Ousseynou Diop. Ce forum est d'une importance capitale pour le cursus scolaire des étudiants de l'UGB. Nous savons tous, et nous le disons souvent, nous connaissons mieux Faidherbe et Napoléon que Lat Dior ou El Hadj Omar. Et il faut de ce point de vue donc renouveler nos cursus en les renforçant par ce qu'on peut appeler la bibliothèque africaine, où nous avons un certain nombre de choses à tirer, nous avons pu le montrer par le passé. Promouvoir la culture africaine et la culture sénégalaise, évidemment, parce que nous pensons que la culture est au début et à la fin du développement. Plus nous serons ancrés sur nos valeurs, plus nous serons prêts à accueillir les souffles vivifiants de l'extérieur. Nous savons peut-être beaucoup de choses avec nos étudiants sur la cité grecque, le parlementarisme britannique, le présidentialisme français, mais on connaît moins comment nos empires, suite à l'éclatement de l'empire du Mali et du Djolof, qui ont été organisés avec des pouvoirs centralisés pendant longtemps, ont été gouvernés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur TFM. Bonsoir.